Bien, je vous remercie beaucoup d'être encore une fois ce soir bien nombreux pour cette conférence. Ça doit être la 5e de l'année. Alors Lionel, Lionel, donc il dirait, eh bien c'est lui qui nous a contactés il y a à peu près 6 mois. On a reçu un mail en disant, écoutez, voilà, je vous propose de réaliser une conférence sur le sujet de la météorologie de l'espace. Donc on a répondu tout de suite oui, parce que c'est rare. Bon, c'est rare d'avoir de telles propositions. En général, c'est nous qui allons vers les gens. Et donc, on est très content qu'il soit là. Alors Lionel, il a un historique, enfin une histoire dans tout ce qui est astronomie déjà. Enfin, la passion, c'est l'astronomie. Hein. Ensuite, bien, il maîtrise complètement depuis à peu près 25 ans. Hein. Donc, vous êtes dans le domaine de, enfin, tu es dans le domaine militaire. Militaire, c'est vrai, oui. Hein, militaire. Voilà. Il en est sorti. Là, il est donc notamment attaché à l'Observatoire de Paris. Oui. Hein, c'est ça. Et il est créateur d'une société qui s'appelle Heliospace. D'accord. Alors ce soir, il maîtrise parfaitement tout ce qui est problématique des dangers, notamment du soleil. Et donc c'est là-dessus qu'il va nous proposer une soirée sur l'impact du soleil sur nos technologies et comment éventuellement les prévenir. Je te laisse la parole, Lionel, et puis voilà, tu peux y aller. Parfait. Voilà. Merci à vous. Avant de commencer donc notre sujet, justement, on va aborder un point commun particulier, qui est en premier temps un point commun entre un panneau solaire endommagé, donc là c'est le cas typique d'un panneau solaire satellite qui a été flashé, donc plus de fonctionnement, des graves perturbations sur les réseaux électriques, surtout les grands réseaux électriques, des choses qu'on a pu admirer l'année dernière, pour ceux qui ont pu le voir, des belles aurores boréales, des problématiques en matière de communication, et puis surtout, le plus important, la vie sur Terre. Alors bien entendu, on parle bien d'Icare, hein, d'accord, hein, qui s'est brûlé les ailes, mais on va surtout parler de ce signe-là, parce qu'en fait, ce dont on va parler, c'est notre étoile, le Soleil. Le Soleil est notre vie, pas d'étoile, pas de vie sur Terre, pas d'activité, on ne serait pas pour discuter. Donc c'est heureusement qu'il est là. Mais à côté de ça, malheureusement, le Soleil, quand il tousse, il peut apporter quelques désagréments. Donc nous allons voir notre conférence sous 4 points. Donc on va aborder la thématique du Soleil. Alors, je vous rassure, je vais juste expliquer ce que c'est que le Soleil, comment il marche, mais on ne rentrera pas dans la partie physique. Je ne pense pas que vous soyez là pour ça. Bon, si vous aimez l'équation, je peux, mais sinon, c'est pas la peine. On abordera aussi notre Terre, c'est quand même le point central aussi, les relations qu'il y a entre les deux, le Soleil et la Terre, et ensuite on finira avec les différents impacts opérationnels qu'on peut rencontrer dans l'espace et sur Terre. Donc le Soleil, c'est une étoile. Ça, bon, j'ose espérer que je ne vous l'apprends pas. Bon, c'est normal. En quelques points, qu'est-ce que c'est que le Soleil? C'est une étoile qui est âgée d'à peu près 4,6 milliards d'années, donc on va dire qu'elle est à moitié de sa vie. Jusque-là, pas de souci. Premier point, c'est intéressant, c'est que à la surface du Soleil, il y a la présence de ce qu'on appelle une rotation différentielle. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'équateur, ici, ça tourne beaucoup plus vite, 25 jours, et moins vite au niveau du pôle, 35 jours. Donc, ce qui prouve bien que notre Soleil n'est pas solide, mais bien gazeux. Retenez bien la vitesse différentielle, puisque c'est l'un des points clés aussi de certains événements. La température au niveau du Soleil, c'est 15 millions de degrés à l'intérieur, c'est la température qu'il faut justement pour qu'il y ait une réaction nucléaire, donc une fusion nucléaire, et qui va produire de l'énergie. Et à la surface, on est aux alentours de 5800 Kelvin, soit à peu près 6000 degrés Celsius. Parce que là, ça reste une étoile, tout ce qu'il y a de plus ordinaire en fait, puisque même si elle fait 109 fois la Terre au niveau du diamètre, donc pour 1 400 000, le Soleil n'est pas une grosse étoile, c'est pas non plus une petite étoile, c'est une étoile tout ce qui est le plus banal en fait. Elle est distante de nous d'à peu près 150 millions de kilomètres, ce qu'on appelle l'unité astronomique. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que l'énergie qu'il libère pendant une seconde de temps pourrait couvrir en fait les besoins de l'Europe pendant plus de 10 millions d'années.
Si vous avez à votre connaissance une centrale nucléaire qui produit autant, dites-le. Ça serait pas mal. Là, non, vous voyez, et encore une fois, comme je dis, le Soleil est une étoile lambda. Donc il y a beaucoup plus gros, donc vous imaginez, pour les étoiles beaucoup plus grosses, ce que ça peut produire. Donc on va un petit peu visiter le Soleil, donc on va aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Et à l'intérieur, ça commence par le noyau, le cœur du Soleil, avec cette fameuse température de 15-20 degrés qui va permettre justement de produire son énergie via des réactions nucléaires. Donc en fait, on a la fusion entre de l'hydrogène qui va créer de la fusion, de l'hélium, pardon. 15-20 degrés, ça représente à peu près donc 60% de la masse du Soleil et sa densité, 150 grammes par centimètre cube. Pour ceux qui connaissent la place de la Concorde, vous prenez la place de la Concorde, vous la comprimez et vous la mettez dans une cuillère à café. Je vous donne une petite idée. Donc notre Soleil, lui, dans son cœur, il va produire de l'énergie. Cette énergie va sortir sous forme de rayonnement. On va appeler ça des photons pour rester simple. Et ces photons, en fait, vont traverser une première zone qu'on appelle la zone radiative. La zone radiative, en fait, c'est un transport d'énergie qui va se faire par moyen radiatif. Donc en fait, on a de l'énergie, un photon, qui va venir taper un atome, rentrer en collision. L'atome va absorber, et ensuite il va le réémettre, et ainsi de suite. Absorption, émission, en permanence. Et ça, pendant sur de longues distances, et surtout sur une durée de plus d'un million d'années. Donc il va traverser en fait quasiment le tiers, le plus du tiers du Soleil en 1 million d'années. Ce qui veut dire que l'énergie, au fur et à mesure, commence à s'affaiblir, mais continue quand même à pouvoir sortir. Au-dessus, on va arriver dans un milieu qui est beaucoup plus souple, parce que la zone radiative en fait est très dure, très dense, donc on peut le considérer comme une espèce de gros solide. Au-dessus, on a la zone convective. La zone convective, en fait, c'est une zone que tout le monde connaît, le système convectif, en fait. Quand on fait bouillir de l'eau, le fait de faire bouillir de l'eau, en fait, on fait de la convection. Tout simplement, il y a des grosses bulles, en fait. Donc l'eau chaude va à la surface, ensuite on redescend, parce qu'elle est plus froide, etc. Ça fait des grosses bulles, et ça fait de la convection. C'est le même principe, d'ailleurs, qu'on a au niveau de la météo, quand il y a les nuages. L'air chaud monte en altitude, il se refroidit, il crée les nuages, et puis il redescend. Et donc, ça crée des grands courants convectifs, et ces grands courants convectifs, en fait, vont faire remonter l'énergie à la surface, et ça mettra à peu près 2 millions d'années. 2 mois, pardon, excusez-moi. 2 mois pour en sortir, ce qui est extrêmement rapide. Entre les deux, il existe une zone assez particulière qu'on appelle la tachocline. Alors, la tachocline, on peut faire un petit cocorico, puisque c'est un Français qui l'a découvert, Jean-Paul Zahn. Et c'est une zone en fait, de transition entre la zone convective, zone convective et la zone radiative. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce qu'en fait, la tachocline est à l'origine du champ magnétique solaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on a la zone radiative sur laquelle on a la zone convective qui va glisser dessus. Et le fait de glisser dessus, il va créer un champ magnétique. Et on va vite se rendre compte que le champ magnétique sur le Soleil est assez complexe. Et même si le Soleil est l'étoile la plus proche de la Terre, ça reste une étoile inconnue. Et le champ magnétique solaire reste aussi une inconnue. Maintenant que notre énergie arrive à la surface, elle va commencer à traverser les différentes atmosphères. Et la première atmosphère qu'on va rencontrer, c'est la photosphère. La photosphère, c'est en fait ce qu'on reçoit du Soleil. 99% de l'énergie vient directement de la photosphère, quand on l'observe directement. On est à une température de 6000 degrés, donc on est à la surface du Soleil. Jusque-là, c'est normal, hein, on s'éloigne du cœur, donc ça se refroidit. Et là, on va commencer à se rendre compte que même ici, on a encore la présence de la vitesse différentielle. Et ça, on le voit justement par l'opposition à un étage solaire, qu'on verra après. L'épaisseur de la photosphère, elle n'est pas épaisse, c'est 600 km, c'est pas épais. Et qu'est-ce qu'on voit à la surface? On voit en fait ce qu'on appelle des grains de riz, ou granulations. Ces granulations, en fait,
c'est comme l'eau qui bout. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de la zone convective où on a des grands mouvements convectifs vers l'eau. À la surface, en fait, c'est de la granulation. Donc, ce sont des tailles un peu plus petites, hein, des petites bulles qui font à peu près 1000 km. Et à l'intérieur duquel, en fait, on a le champ magnétique qui va naviguer, tout simplement. Et la particularité, chose que je ne vous ai pas dit, c'est que on a le soleil qu'on connaît avec des belles images, mais je vais aussi vous faire entendre des sons, parce que le soleil est un mélomane. Et le premier son, c'est le son de la photosphère. Je sais pas si vous entendez. Voilà, c'est un bourdonnement en fait. Donc ça, c'est ce qui se passe juste à la surface. Donc on écoute sur certaines fréquences, forcément. Hein. Alors on pourrait me dire, oui, alors le son dans l'espace, c'est pas possible. Effectivement, il n'y a pas de son dans l'espace. En revanche, il y a des ondulations, des pressions qui se créent, et donc ça, on peut le rendre audible. C'est ce qui se produit ici. Qu'est-ce qu'on voit d'autre au niveau de la photosphère? Des choses qu'on voit en ce moment, puisqu'on est sur un cycle 25 et on est à son maximum, on voit des taches solaires. Et qu'est-ce que c'est que les taches solaires? C'est ni plus ni moins que la manifestation du champ magnétique. Tout simplement parce que le champ magnétique, il naît en dessous, au niveau de ta coquille, et puis remonte à la surface. Et quand il remonte à la surface, il perce la photosphère et ça crée des taches. Donc en fait, pourquoi il y a des trous noirs? Tout simplement parce qu'il y a des tubes de flux magnétique qui sortent et qui rentrent. Pourquoi elles sont noires? Tout simplement parce qu'il y a un différentiel de température. Ici, on est aux alentours des 6000 degrés, avec une tache solaire, comme ici, on est aux alentours des 4800 degrés. Donc, forcément, un contraste thermique, il sera beaucoup plus sombre. En revanche, on prend la tache solaire, on la sort et on la met à côté de la pleine lune, et on sait très bien que la pleine lune, quand on l'observe, ça va être très violent, et bien la pleine lune ne rayonne quasiment pas par rapport à la tache solaire. Et donc ces taches solaires, en fait, elles vont évoluer au gré de certains cycles, mais qu'on verra après. Donc là, on a la lumière qui sort de cette photosphère et mettra donc 8 minutes pour nous parvenir. Le temps que met une onde électromagnétique, justement, à parcourir le Soleil et la Terre. Juste au-dessus, deuxième atmosphère, la chromosphère. La chromosphère ou sphère de couleur, tout simplement parce qu'en fait, on l'observe principalement dans un rayonnement en hydrogène alpha. Donc, on la met de couleur rougeâtre. Et là, on voit commencer à avoir quelque chose d'assez particulier. C'est qu'en fait, on a la température qui commence à monter. On est à 6000 degrés au niveau de la surface. Et puis là, hop, on monte tranquillement au-dessus des 10 000 km et on est déjà à 10 000 Kelvin. Déjà, c'est bizarre. Quand on s'éloigne du radiateur, normalement, on a froid. Enfin, il fait froid. Tandis que là, non, on s'éloigne du radiateur, il commence à faire chaud. Il commence à faire chaud, c'est bien dit. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de la chromosphère? Eh bien, des phénomènes assez intéressants, ce qu'on appelle les protubérances et les filaments. Donc là, une question. Qu'est-ce que c'est qu'une protubérance? Qu'est-ce que c'est qu'un filament? Désolé, je vous interromps, mais c'est quoi comme matière? C'est du plasma. Non, mais comme molécule, c'est des électrons libres, en fait. Voilà. Le plasma, en fait, c'est un déplacement d'électrons. On a arraché, en fait, des électrons des atomes, et c'est un déplacement. En fait, on entend souvent parler de protubérance et de filament. Les protubérances et filaments, c'est exactement la même chose. Tout dépend où est-ce qu'on observe, justement, ces structures de matière. Puisqu'en fait, protubérances et filaments, ce sont des structures de matière qui sont enfouies, enfin qui sont à l'intérieur, confinées dans du champ magnétique. Donc on a les tubes de champ magnétique, comme on a ici, hein, des belles boucles là, et tout ce qui glisse là, ou il pleut, pour reprendre le terme d'une astrophysicienne, c'est de la matière. Protubérance, filament, la différence c'est que la protubérance, on va l'observer
sur le contour du Soleil, ça c'est une protubérance. Le filament, on va l'observer sur le Soleil. C'est un petit peu ce qui se passe ici. C'est la même chose. Donc, particularité aussi, c'est que ces structures-là, ben, elles apparaissent, et puis elles grossissent, puis à un moment donné, elles éclatent ou pas. Et quand elles grossissent, ben, c'est entre 20 000 et 120 000 km en moyenne. Donc, si on met la Terre à côté, comme c'est le cas ici, on ne ressemble pas à grand-chose. On est vraiment tout petit. Et au-dessus, dernière grande atmosphère, c'est la couronne. Ben, elle est majestueuse. La couronne, en fait, on peut l'observer principalement quand il y a des éclipses totales du Soleil. Ou alors, en utilisant artificiellement, on utilise ce qu'on appelle un coronographe. On va créer une éclipse de manière artificielle. La couronne est assez particulière parce que déjà, d'une part, elle s'expande dans le milieu interplanétaire jusqu'à peu près 100 unités astronomiques. Donc, on est déjà bien au-delà de Pluton. Et là, on continue à avoir un truc particulier. On a une température de 2 millions de Kelvin. 2 millions de degrés, on va faire simple. Donc, on va encore beaucoup plus loin, il fait encore beaucoup plus chaud. Pourquoi? C'est la bonne question. J'aurais tendance à dire parce que, mais là, malheureusement, il n'y a personne qui sait répondre à la question. Il y a des idées, il y a des études qui sont faites dessus, mais on n'a pas la réponse à cette question-là. Alors, des questions, enfin des idées, il y en a. La première, c'est le côté acoustique. C'est que le son, en tant que tel, peut créer, les vibrations sonores, peut créer une augmentation de température. Comme on l'a entendu tout à l'heure, le son vibre, on l'a entendu au niveau de la photosphère, mais ce n'est pas suffisant. Ça peut chauffer, ça peut élever jusqu'à une certaine température, mais ça ne justifie pas les 2 millions de degrés. Autre raison, c'est des quelques résidus d'éruption solaire, qui peuvent aussi chauffer le milieu ambiant. Alors, on tend plus là-dessus, mais ça ne justifie pas complètement, en fait, les 2 millions de degrés. Et est-ce qu'on est sûr qu'à l'intérieur, c'est plus froid, entre guillemets, qu'à l'extérieur? En fin de compte, comment peut-on être sûr de ça à l'intérieur? On mesure ça, en fait, en observant de manière spectrale en partie, puisqu'il y a de la matière qui s'étend, et quand on connaît la composition chimique, on connaît les températures. C'est pour ça qu'en fait, ces températures-là, justement, qui augmentent ici, dans un milieu qui est très peu dense, en fait, eh bien, on a des résidus principalement de fer, donc très chaud en température. On sait si c'est spécifique à notre étoile ou si c'est à peu près pareil que toutes les étoiles? Alors, en fonction des étoiles, on n'a pas la même réaction. Voilà. Le Soleil est une catégorie d'étoiles. Pour les étoiles beaucoup plus massives, il n'y a pas le même comportement. Et on sait que pour certaines étoiles, ça y ressemble. Il y a aussi des évolutions. Par contre, il y a des températures qui sont extrêmement beaucoup plus élevées quand on va observer des étoiles beaucoup plus massives. Ça, on le sait. Mais ensuite, on n'a pas été là, on n'a pas la possibilité pour l'instant d'aller observer concrètement une couronne d'une autre étoile. C'est assez compliqué. Alors, comment on a connu l'intérieur du Soleil, justement? Par le même principe qu'on connaît l'intérieur de la Terre. Quand on étudie le fond de la Terre, on fait de la sismologie. Donc, on met des capteurs et on écoute le son, les vibrations. Et bien là, en fait, il y a des vibrations aussi au niveau du Soleil. Et ces vibrations, en fait, en fonction des fréquences, on est capable d'aller en profondeur jusqu'à une certaine limite. Parce qu'on n'a pas été complètement, mais on n'est pas loin quand même d'arriver jusqu'au bout. Et on est capable de pouvoir déterminer les profondeurs, juste par les vibrations sonores du Soleil. Et comment on les capte avec l'espace de vide qu'il y a entre la Terre et le Soleil? Avec des sondes. Si, avec des sondes. Je vais vous faire écouter des sons, vous allez voir, c'est assez surprenant. Il y a des sons qui apparaissent justement parce qu'il y a une propagation du son, mais pas audible en tant que tel. Le son, en fait, c'est une propagation qui se produit. Voilà. Tout à fait, oui, oui. Et donc, il y a des sondes, notamment il y a SOHO, qui est l'un des points phares européens en matière de sondes solaires, qui avait entendu justement certains sons et qui avait développé la partie héliosismologie, entre autres. C'est un petit peu grâce à lui et d'autres sondes qu'on a pu déterminer les profondeurs des différentes couches que je vous ai parlé. Et enfin, dernière
grande atmosphère, on va dire, c'est l'héliosphère. Alors, l'héliosphère, c'est vraiment la plus grande, on va dire. Tellement grande, en fait, que c'est une enveloppe donc, interplanétaire à l'intérieur duquel va se propager le vent solaire. Le vent solaire, en fait, c'est un souffle permanent du Soleil qui va se propager à une vitesse qu'on verra après. Et ça, il le fait jusqu'à peu près entre 100 et 150 vitesses en ligne. Alors, Nous, on a quelle distance du Soleil en unité en hiver? unité astronomique, nous. 150 millions de kilomètres, en fait. Et donc là, on va écouter le son du vent solaire. Ce son que je vais vous faire écouter, c'est le dernier qu'on a pu enregistrer avec la sonde Solar Parker. Donc c'est une sonde solaire qui s'approche très près du Soleil. Et donc on a pu entendre ça. Ça, c'est un style. Donc là, on est à peu près aux alentours des 6 millions de kilomètres du Soleil. Voilà, on est vraiment très près là. Je crois que pour l'instant, on n'a pas fait mieux, on est très très près. Maintenant, le vent du solaire, mais écoutez, il y a déjà un bon moment, par la sonde Voyageur 2. Voyageur 2, maintenant, elle a dépassé le milieu interplanétaire et donc elle est bien au-delà de la limite, puisque là, ici, on est l'héliosphère. Et la limite ici, c'est une frontière où justement il y a l'agression des particules du vent stellaire, des vents cosmiques. Mais donc notre héliosphère nous protège de tout ça, par chance. Mais une partie, malheureusement, réussit à rentrer. Et Voyageur 2 a entendu le bruit du vent solaire lorsqu'il était aux alentours de Pluton. Mais on a vite se rendre compte qu'il n'y avait pas que du vent solaire. Donc on entend du vent, c'est le cas de dire, c'est du vent. En revanche, si vous avez bien entendu, juste au tout début, il y a le vent et puis après ça monte. Et cette augmentation, en fait, effectivement, c'est pas loin de la réalité, c'est l'arrivée et c'est le passage d'une éruption solaire qui est partie du Soleil, qui a été détectée du côté de Pluton. Donc autant dire que quand ça crache, il crache. Il se gêne pas. Quand il éternue, comme je dis, il l'a mis partout. Et donc on a cette augmentation, et c'est donc le passage de ce qu'on appelle une éruption de masse coronale, qu'on verra après. Ici, là, alors c'est une simulation par contre, puisqu'on n'est pas capable d'aller voir ce qui se passe concrètement, c'est en fait l'arrivée ici des rayons cosmiques, les particules de haute énergie des autres étoiles en fait. Voilà. Et notre héliosphère fait office en fait de magnétosphère, on va dire, mais au niveau système solaire. Donc dans tout ça, il faut se dire que notre Soleil, eh bien, il a un cycle de vie, qu'on appelle le cycle solaire, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des moments où il y a des taches solaires, et puis non, il n'y a pas de taches solaires. Et là, on le voit très bien, surtout en ce moment, on est en plein dedans. On est au cycle maximum du cycle 25, donc il est en train de descendre maintenant, et on s'aperçoit qu'il y a une grosse quantité de taches solaires. Et la présence et la disparition des taches solaires se font sur un cycle moyen de 11 ans. C'est compris entre 9 et 13 ans. La moyenne, c'est 11 ans. Et particularité, c'est qu'en fait, on voit que nos taches solaires se déplacent au cours d'un cycle des hautes latitudes, donc aux alentours des 30 degrés latitude nord et sud, et se déplacent au fur et à mesure du temps vers l'équateur. Alors comment on le sait? Tout simplement parce qu'il y a un gars, à un moment donné, un grand barbu, italien, a eu l'idée de pointer sa lunette vers l'espace. Je parle de Galilée. Alors Galilée, je précise, il n'a pas créé la lunette astronomique, il n'a fait que l'utiliser pour observer le ciel. Et l'une des choses forcément qu'il a observé, c'est le Soleil. Et là, on a ici
des dessins qu'il a fait et il a vu la présence de taches solaires. Alors, observer des taches solaires avec sa lunette, je ne sais pas si vous vous rappelez, la taille, c'était pas énorme, hein, c'était même pas 5 cm, hein, c'était tout petit, donc c'était déjà assez important. Donc, il a quand même notifié ça, mais bon, après le justifier. Et là, à ce moment-là, c'est pas évident d'aller justifier quoi que ce soit, parce que le moindre pet de travers, on était vite fait, on passait au bûcher. Hein. Donc, bon, il n'avait pas trop, c'était pas trop étendu là-dessus. Mais cela étant, il a commencé à voir ça, et ça a donné des idées ensuite à d'autres scientifiques, et on a commencé à compter les taches solaires. On les a comptées. Et en les comptant, on s'est rendu compte qu'il y avait des pics qui apparaissaient, et puis des creux, des pics, des creux, etc. etc. Et en règle générale, on s'est rendu compte que lorsqu'on arrivait ici, au sommet du pic, on était avec un maximum de taches qui apparaissaient. Bon, par contre, on ne savait pas le justifier. Et ça, jusqu'à 1750 à peu près, on le faisait de manière voilà, à la volée, quoi, qui voulait le faire. Il a fallu attendre l'arrivée de Jean-Dominique Cassini, qui est devenu directeur de l'Observatoire de Paris, pour rendre systématique le comptage des taches solaires. Donc là, il y a eu beaucoup plus scientifique. On a amélioré les techniques de comptage, on a forcément amélioré les moyens optiques. Et donc, on s'est rendu compte que, voilà, on commence à avoir des choses assez intéressantes. Mais une chose qui revient à chaque fois, c'est qu'en moyenne, tous les 11 ans, eh bien, on a un maximum, puis ça redescend. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte, comme on peut le voir ici, hein, qu'en fait, lorsqu'on est au maximum, on est sur un double pic. Lorsqu'on est au maximum, eh bien, ça monte, ça descend, ça monte en double pic. Ça, par contre, personne ne sait encore le justifier. Donc, nous, on est ici. Donc, on a la planche qui est à jour. Hein, et donc, voilà, comme on peut le voir, on est en train de tomber tout doucement vers la fin du cycle. Comme on le sait aussi, tout simplement, comme je expliquais, ici, on a le diagramme papillon. Et lorsqu'on est en début de cycle, toutes les tâches commencent à apparaître, voilà, aux alentours des 30 degrés nord, 30 degrés sud. Et au fur et à mesure, les tâches, elles évoluent, elles apparaissent, mais elles vont vers le côté équateur. Et une fois qu'on est arrivé au niveau de l'équateur, et qu'on a passé le cycle de 11 ans, il n'y a plus rien. Donc il faut attendre un petit peu pour que le cycle reprenne. Pourquoi ce cycle de 11 ans? Eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, tous les 11 ans, le Soleil a la fantaisie d'inverser ses polarités. Tout à l'heure, je vous disais que sur le Soleil, il y a du champ magnétique. La particularité, c'est que sur le Soleil, tous les 11 ans, il inverse ses polarités. Sur Terre, ça arrive. Mais pas tous les 11 ans, on est bien d'accord. Hein, ça se fait sur quelques milliers d'années. Là, tous les 11 ans, il inverse. Et ce qui justifie ça, le mieux en fait, qui s'y rapproche, c'est ce qu'on appelle le modèle de Babcock, qui explique pourquoi, mais on ne sait pas réellement l'expliquer concrètement. Pourquoi ça se produit comme ça? On sait le modéliser, mais pas vraiment l'expliquer concrètement. Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, si on regarde bien, donc on a le pôle nord ici, et le pôle sud ici, les lignes de champ magnétique, au niveau de l'équateur, si vous regardez bien, elles vont accélérer. Vitesse différentielle, vous vous rappelez? Vitesse différentielle. Et ici, au niveau de l'équateur, elles vont accélérer, elles vont se superposer jusqu'à un moment donné, comme on parle de polarité, un pôle plus, un pôle moins, à un moment donné, les lignes de champ magnétique elles vont se rapprocher, le plus et moins ensemble, ça va créer des boucles, ces boucles vont éclater, ça va créer des éruptions solaires qu'on verra après, et ça va faire ça pendant un grand moment, jusqu'à qu'il y ait un équilibre global au niveau du Soleil, et à ce moment-là, on va se retrouver avec d'un dipôle, on va se retrouver avec des quadripôles, et ensuite, une fois qu'il aura retrouvé un équilibre, il aura inversé ses polarités. Et ça, au bout de 11 ans, en moyenne. Et ce cycle, pour revenir à la normale, il faut rajouter 11 ans, c'est ce qu'on appelle le cycle de Hall, le cycle de 22 ans, où on va retourner au point initial. Pareil, pourquoi? Grosse question. On s'est rendu compte que d'autres étoiles font pareil aussi, en revanche. Ici, je ne vous donne pas juste une comparaison. On est à ce cycle, donc là, c'est notre cycle, là. On voit que le maximum, il est ici. Et donc, on est en train de tout doucement descendre. Donc, ça, c'est les prévisions. Et par rapport au cycle précédent,
ben, déjà, on voit qu'il est beaucoup plus fort. Pas du tout. Ouais. Ça dépend de la taille, de la masse, ça dépend après de beaucoup de paramètres. Ici, la particularité du cycle 25, c'est qu'en fait, il a bluffé tout le monde. Le Soleil a bluffé tous les scientifiques. Hein. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort en amplitude déjà, et on ne s'attendait pas à ce que le maximum se fasse en 2025. Et en plus de ça, comme on peut le voir ici, ce que je disais tout à l'heure, hein, lorsqu'on est en son rythme maximum, on a ce qu'on appelle le double pic ici, chose qu'on ne voit pas apparaître là. Pardon? Oh non. Non, non, parce qu'on voit justement le déclin qui se fait. Ou alors, s'il se produit, il va encore rebluffer les scientifiques. Mais là, c'est pas vraiment prévu là. Mais bon, avec le soleil, de toute façon, hein. Ah, c'est impressionnant. Ça, c'est le comptage des tâches solaires. Mais il faut savoir qu'en fait, le soleil rayonne aussi. Et on peut observer le soleil sur une fréquence et on s'aperçoit que ça respecte aussi la même courbe. Le rayonnement solaire, en fait, a la même courbe que les tâches solaires. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai des radioamateurs parmi moi. Non? Un peu? Oui. On parlera tout à l'heure de l'ionosphère et les radiocoms connaissent très bien ce phénomène-là. Donc ça, c'est... Ah oui, en HF? Oui. Ah, donc vous connaissez très bien le phénomène alors. Donc au niveau du Soleil, après, il y a des phénomènes spectaculaires qui vont apparaître. Et là, la première question que je vais vous poser, enfin la seconde, pardon, question, ne vous inquiétez pas, il y a plein de questions. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une éruption solaire? De base. Production de matière, ouais. La boucle éclate là? Ouais, c'est ça? Ouais, ok. Autre chose? On n'est pas loin de la vérité, tout ça, en fait. Hein. Il y a aussi éruption solaire, on va dire, c'est le côté francophone. Éruption solaire, c'est un petit peu le terme fourre-tout. Dans les anglo-saxons, ils sont beaucoup plus précis et c'est pas plus mal, puisque ça. Entre autres, oui, tout à fait. On va parler en fait de trois phénomènes. Trois phénomènes qui peuvent être des éruptions solaires. Trois phénomènes qui peuvent se produire ensemble ou pas. Le premier, c'est ce qu'on appelle le flare. Libération en fait énergétique de particules, principalement qu'on va pouvoir observer en X-ray, en UV ou en radio. C'est ce qu'on a ici. C'est une production d'énergie de particules, donc une onde électromagnétique. Donc ça va partir dans tous les sens, ce qui fait qu'en fonction de l'intensité, eh bien, il va y avoir des répercussions sur Terre. Un flare, ou qui se situe au niveau du Soleil, sauf lorsqu'il est derrière le Soleil, forcément, mais où il se situe, en fait, c'est un élément qui est omnidirectionnel. Donc, en fait, on va l'avoir. Et on peut l'observer, justement, via des sondes, principalement celles de GOES, qui sont des sondes de météo, on va dire, climatologique, pour observer la météo de la Terre, mais ils embarquent avec eux des capteurs en X-ray. Et ce qui nous intéresse, nous, principalement, c'est les courbes rouges. Et en fonction de l'intensité du pic, c'est ce qui se produit ici, on va les classifier par A, B, C, M, X. Alors, tout ce qui est A, B, C, c'est pas gênant. En revanche, lorsqu'on est sur du M et du X, ça commence à devenir intéressant. Et c'est là que les radiocoms commencent à se poser des questions et à s'inquiéter en fonction de l'intensité. Donc ça, vous pouvez les observer, vous pouvez les récupérer directement sur les sites de la NOAA. Hein. La NOAA, c'est l'équivalent de Météo France aux États-Unis, et qui font de la météorologie de l'espace, et qui diffusent en fait, et qui publient tous les jours en fait ce genre d'informations. Deuxième effet, on va dire, deuxième point, c'est des émissions de particules. Pas n'importe lesquelles, principalement des particules protons, qui vont partir à des vitesses très rapides, très rares, mais suite à des événements qui sont majeurs. Grands événements majeurs. C'est un petit peu ce qu'on voit ici. Donc là, on a la sonde de SOHO avec LASCO. LASCO est un coronagraphe embarqué. Ici, c'est le Soleil qui est ici, là. D'accord?
devant là, on a en fait un cache, et avec le corontographe, on observe le contour. Et là, on voit effectivement une espèce de grosse matière partir, et autour, après, on a de la neige. Cette neige, c'est ni plus ni moins que l'arrivée des particules de haute énergie qui vont venir saturer le capteur de SOHO. Donc là, pour les travailler après dessus, on n'aura plus grand chose. Hein. Donc tout ce qui est capteur optique, hop, plus rien. Mais quand on a ce genre d'information, on sait qu'il y a un événement qui va se produire, qui s'est produit, et on va forcément le récupérer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ces particules vont se déplacer le long des lignes champs magnétiques, et à un moment donné, ces lignes champs magnétiques solaires vont venir rentrer en contact avec la Terre. Et donc ces particules ensuite vont se déverser, et on verra après, vont se déverser directement au niveau de l'atmosphère terrestre. Et donc là, c'est pareil, on peut les observer et les mesurer justement avec les sondes de Gauss qui ont des capteurs protons. Et on mesure principalement 3 niveaux d'énergie. Maintenant, il y en a 4, mais les principaux sont là. Les 10 MeV, les 50 MeV et les 100 MeV. Tout ce qui traite du 10 MeV, c'est tout ce qui va être en relation avec les communications, on va dire. Tout ce qui est 50 MeV, c'est tout ce qui va toucher les satellites. Et tout ce qui est 100 MeV, c'est ce qui va toucher l'humain. Alors quand je dis l'humain, je vous rassure, c'est pas nous sur Terre. Hein. Nous, on est tranquilles sur Terre. On parle des spationautes. Et donc, il y a des seuils, lorsque ça dépasse, eh bien, on déclenche des alertes à ce moment-là. Alors là, c'est pareil, même si c'est violent, le soleil fait une petite musique sympathique. Déplacement de protons. C'est joli, hein? Alors, à une certaine fréquence, hein. C'est joli. Par contre, après, les dégâts que ça peut produire, c'est autre chose. Et enfin, dernier effet, dernier grand phénomène des éruptions solaires, c'est ce qu'on appelle donc les CME, ou les masses coronales, les échelles de masse coronale, pardon. C'est principalement ça qu'on appelle une éruption solaire, mais en réalité, voilà, c'est aussi les 2 autres précédemment qu'on a vus. Et ces CME sont produits justement par une éjection de matière, donc de bulles de plasma, accompagnée d'un champ magnétique. Et ça, suite à ce qu'on appelle une reconnexion magnétique. Ça ne se produit pas n'importe où, n'importe comment. La reconnexion magnétique, c'est en fait encore une sorte de polarité. On est d'accord, on prend 2 aimants de même polarité. Plus et plus, ça fait quoi? Ça se repousse, moins c'est moins. Ça se repousse, plus et moins, ça rentre en contact. Et là, c'est exactement ce qui va se produire. C'est ce qu'on a ici schématisé. On a des lignes de champ magnétique, en fait, qui sont carrément à l'opposé. Et comme elles sont à l'opposé, elles se contactent. Et quand elles se contactent, en fait, ça crée ici, une reconnexion et qui va dégager de l'énergie. Et cette énergie, en fait, c'est la CME qui va partir. Alors, pour mieux le comprendre, une petite vidéo ici. C'est une simulation où on va retrouver des taches solaires avec, comme je l'expliquais, hein, des rentrées et sorties de tubes magnétiques. Dans ces tubes magnétiques, on va y retrouver aussi des particules. Et si on regarde bien, juste un petit test, hein, on prend un élastique. On imagine, on prend un élastique. Et on prend avec les 2 mains. Et avec une main, on fait vriller l'élastique. Que fait l'élastique? Il a tendance à faire quoi? À se raccourcir et aller vers l'intérieur. Et donc, il va effectivement se joindre à l'intérieur. C'est exactement ce qui va se produire en fait au niveau des CME. Pourquoi? Tout simplement parce que les taches solaires ici, elles ne sont pas fixes. Elles tournent sur elles-mêmes. Il y avait du convectif en dessous, mais à la surface, ça tourne. Et le fait de tourner, en fait, eh bien, ça va faire vriller le champ magnétique. Et donc, c'est ce qu'on va voir ici, où on va, comme j'expliquais tout à l'heure, le champ magnétique vient du fond du Soleil, au niveau de sa coquille, il va percer ici la photosphère. Donc, on va avoir la présence
les taches solaires. Les taches solaires elles vont tourner sur elles-mêmes, elles vont faire vriller justement les lignes chamagnétiques. Elles vont former une espèce de 8, et puis à un moment donné, ça va se raccorder à un endroit ici, reconnaissance magnétique, et au-dessus, pouf, le chapeau s'en va. Donc, lorsqu'il y a la reconnaissance magnétique, tout ce qu'il y a au-dessus, eh bien, c'est de la matière avec son champ magnétique qui part de milieu interplanétaire. Là, c'est pareil, ça fait un bruit, ça fait un son sympathique. La CME, ça a ce bruit-là aussi. C'est sympa, hein? Le bruit, là, on dirait qu'il y a quelque chose qui tourne. C'est le fait que vos tâches. C'est pas la tâche en fait, non, c'est le déplacement de la CME en fait. C'est le déplacement, ouais, tout à fait, ouais. Et le déplacement de la CME en fait a des vitesses qui sont variables entre 100 et 2000 km par seconde. Je parle pas en km/h là. Alors, pour essayer de mieux appréhender, on prend une balle de Kalachnikov. Ça part à 2 km par seconde. Vous la voyez partir? Bon voilà. Donc une balle de Kalachnikov qui part, on ne la voit pas, vous imaginez bien 2000 km/s. Quand ça part du soleil, une fois que ça arrive... Ça fait un peu plus de temps à la Terre de prévoir les choses par rapport à ces aliments. Alors, là, on ne parle pas de vitesse lumière, là. C'est une propagation, là. C'est une propagation. Ce qui fait que... Alors, effectivement, oui. L'avantage, c'est qu'en fait, en fonction de là où ça part, alors si ça part face à nous, ça mettra à peu près un jour et demi. Si ça part sur le côté, effectivement, ça mettra un peu plus de temps. Donc, ça laisse un peu plus de temps pour réagir. C'est vrai. Donc là, nous avons aussi justement un film là qui a été fait par la sonde Solar Parker Probe le 25 décembre dernier, où en fait on voit apparaître donc il y a le vent solaire et puis trois CME qui ont été pris sur le côté. La caméra embarquée sur cette sonde-là, elle n'est pas face au soleil, elle est sur le côté, volontairement. Puisque le but principal de cette sonde, c'est d'étudier le comportement et expliquer le vent solaire. Et donc sur le côté, elle a pu filmer effectivement les trois CME qui partent. Donc ça aurait été intéressant d'entendre plus le vent solaire, au passage. Puisqu'on aurait eu le mix entre les 3 CME plus la partie vent solaire. Bon, en plus de ça, le soleil fait des choses assez marrantes. Il crée des tourbillons aussi, ça lui amuse, il fait des tourbillons. Chez nous, on a des ouragans, des typhons, lui, il est sous les tourbillons. Bon, à part que les tourbillons qui sont là, on imagine bien que ce n'est pas les mêmes vitesses, et puis surtout les hauteurs ne sont pas du tout les mêmes. Et en plus, il s'amuse à faire des tsunamis, qu'on appelle en fait les zones de Morton, qu'on peut imager principalement sur la couche chromosphérique basse, suite à une grosse éruption solaire. Donc là, c'est une simulation, mais voilà ce que ça fait en fait. Lorsqu'il y a un phénomène qui se produit, il crée des zones de propagation, donc ça fait des tsunamis. Pareil, les tsunamis, à ce niveau-là, ce n'est pas des tsunamis terrestres. On n'est pas quelques centaines de mètres, on imagine bien. Et puis la propagation, voilà, au niveau solaire, c'est assez intense. Et puis on a aussi des animaux. On a un serpent. Bah oui, il se fait le plaisir d'avoir un serpent. Alors, je vous invite à regarder ce côté-là, ça va aller assez vite. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, bon, c'est la déplacement de matière en fait. C'est juste de la matière. Ici, en fait, nous avons... c'est quoi votre avis qu'on peut voir là? Protubérance ou filament? Filament. On est sur le disque solaire, donc un filament. Et bien dans ce filament-là, on a la ligne champ magnétique, et puis à l'intérieur, on a le flux qui passe. Voilà. En accéléré, bien sûr. Donc pour résumer tout ça, notre soleil crée des phénomènes. Donc le premier, on a vu, c'est le flare, la grosse lumière qui mettra 8 minutes, suivi dans un cas école, lorsque c'est extrême, ici, à l'avant-garde, des particules de haute énergie, les SEP, et puis derrière ici, on a la CME. Et tout ce petit monde-là
ça s'expande au milieu interplanétaire jusqu'à toucher notre Terre. Mais par chance, notre Terre, eh bien, on a notre bouclier naturel, la magnétosphère, qui va nous protéger de tout ça. Alors ça, c'est une simulation du monde de bisounours. Hein. Parce que dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Ce serait trop beau, mais non. Non, non. Donc, ce qui nous amène justement à parler un petit peu de notre Terre, là où nous vivons. Alors, notre Terre, en fait, c'est quoi principalement? Ben, c'est une atmosphère. Une atmosphère dite thermique, composée de deux grosses parties. De 0 à 100 km, on a ce qu'on appelle l'homosphère, et au-dessus, on a l'hétérosphère. Pourquoi thermique? Tout simplement parce que, en fonction de l'évolution avec la tranche d'altitude, les températures changent. Donc, normalement, quand on va en altitude, plus on va en altitude, la température, elle décroît. C'est ce qui se produit jusqu'à peu près ici, 10-11 km. La température descend aux alentours des moins 56 degrés. Normal. Monte. Pour info, la tropopause, c'est l'endroit où les avions commerciaux volent le mieux, qui consomment le moins. Donc ils sont tous là-haut, alors, surtout quand on fait de l'international. On profite d'aller justement aux alentours des 11 km pour aller faire le tour du monde. Et puis bizarrement, notre température, ben, au lieu de continuer à descendre, non, elle augmente ici. Pourquoi à votre avis? Qu'est-ce qui pourrait provoquer une augmentation de la température? Pardon? Oui, mais le rayonnement solaire, mais pourquoi il faut augmenter la température là? Parce que là, on parlait d'oxygène, on parlait de filtre, mais pourtant tout ça c'est lié effectivement. Hein. Ici, il y a une zone entre la troposphère et la stratosphère, hein, ici là. Il y a une zone qu'on entend souvent parler, on en a parlé tout à l'heure là. Il y a l'ozone. L'ozone c'est quoi? C'est de O3. En fait, l'ozone c'est quoi? C'est de l'oxygène qui est transformé en ozone. Et cette transformation d'oxygène en ozone, eh bien, c'est le rayonnement solaire qui le fait. Donc, comme il fait de la transformation, on appelle ça la photodissociation, il va créer de la chaleur, d'où l'augmentation de la température. Mais heureusement qu'on a l'ozone. Parce que s'il n'y a pas d'ozone, eh bien, il ne filtrerait pas l'UV. Et si les UV passaient, eh bien, on ne serait pas là en train de discuter. Hein. On serait tous bien grillés là sous le coup. Et ensuite, la température au-delà redescend jusqu'à arriver ici, au-delà de 100 km, où la température, hop, et elle augmente. Mais attention, elle augmente de deux manières différentes. Elle augmente doucement et très peu, on va dire, lorsque le soleil est en période minimale, et lorsqu'on est en période maximale, la température est extrêmement élevée. Tout simplement parce que le rayonnement du soleil à ce moment-là va réchauffer la haute atmosphère. Et quand on chauffe un gaz, qu'est-ce qui se produit? Il se dilate. Donc il grossit. Il chauffe, il grossit. Là, on part du principe qu'on prend une altitude en direction du Soleil. Si on s'éloigne du Soleil, ça fait à peu près la même courbe. Ouais. Alors, en direction du Soleil, façon de parler en fait, c'est dans sa généralité. Ça, c'est quel que soit l'endroit où on se situe au niveau de la Terre. Après, effectivement, l'augmentation ici, par rapport à la dilatation, c'est lié principalement à la présence du Soleil. Donc, lorsqu'on est face au Soleil, ça sera beaucoup plus élevé. En revanche, même quand on sera de côté nuit, la température aussi sera assez élevée. L'ISS qui est à 400 km, il subit cette température Oui. élevée. Oui. Le jour. Le jour et puis la nuit aussi, oui. De toute façon, vu la vitesse à laquelle il va, le jour et nuit, pour lui, c'est quasiment pareil. Hein. 98 minutes, oui. Ensuite, deuxième atmosphère, on peut appeler atmosphère, c'est l'ionosphère. L'ionosphère, c'est l'atmosphère dans l'atmosphère, en fait, c'est du plasma, tout simplement, hein, qui va commencer aux alentours des 75 km et qui va monter jusqu'à à peu près 1100 km. Particularité de l'ionosphère, en fait, c'est qu'elle est divisée en trois parties, la couche D, E et F, qui vont réagir, en fait, de manière différente au Soleil. La couche D, c'est la couche la plus importante, elle est extrêmement sensible au rayonnement X. Donc lorsqu'il y a des éruptions solaires qui se produisent, eh bien c'est la couche qui sera la plus touchée. Et donc c'est pour ça tout à l'heure quand je parlais pour la partie radiocommunication, ceux qui font la HF le savent très bien. Si on a la couche D qui est touchée, c'est un peu compliqué pour communiquer. Pourquoi? Parce qu'en fait on va utiliser la HF
comme propagateur d'ondes. Quand on veut discuter d'un point A vers un point B, mais de des longues distances, eh bien, on va utiliser la propagation dans les couches ionosphériques pour pouvoir envoyer l'onde. Mais si la propagation elle est perturbée par justement la dilatation, on va dire, ou pas, de l'ionosphère, à ce moment-là, les communications ne se font pas correctement. Et donc, 3 couches, D, E et F, ça c'est 2 jours en fait. La particularité, c'est que la F elle se divise en 2 parties 2 jours. Et lorsqu'on arrive à la nuit, il n'y a plus de couche D, on n'a plus que la couche E et F qui apparaît. Et donc à ce moment-là, on a l'ionosphère qui est en train de redescendre. Oui. On utilise la couche D pour les communications radio longue distance, mais du coup la nuit ça marche pas. Alors, je reviens en arrière, hop là. Non, je ne disais pas qu'on utilise la couche D, on utilise l'ionosphère. La couche D, elle est traversée. En revanche, on utilise la couche D pour d'autres fréquences, tout ce qui est en dessous de la HF. Donc la nuit, on utilise, mais même d'ailleurs, c'est plus sympa d'utiliser la nuit pour propager, parce qu'on est moins embêté par la couche D. Ensuite, on a notre bouclier magnétique à nous, qui est la magnétosphère, notre bouclier naturel, qui est composé par contre de 2 parties. Une partie champ magnétique, avec un pôle nord et un pôle sud. Donc là, effectivement, à l'échelle humaine, ça ne bouge pas. Hein. On a le pôle nord ici et le pôle sud ici. Et quand on parle de champ magnétique, on parle de présence de courant électrique. Tout le temps. Donc on a un champ magnétique et donc autour, on a ce qu'on appelle les ceintures de radiation, qui est en fait le déplacement de particules, protons et d'électrons. Je ne rentre pas plus dans les détails. Alors la particularité, c'est que, on sait très bien que notre Terre, elle tourne autour d'un axe de rotation. Donc normalement, il est à 23 degrés 5. Donc je l'ai volontairement mise à droite. Tout simplement parce qu'en fait, le champ magnétique, lui, qui est autour de la Terre, lui est incliné aux alentours des 11,5 degrés. Jusque-là, pas de souci. Problème, c'est qu'en plus d'être incliné à 11 degrés 5, il est aussi décentré. Et ce décentrement fait qu'en fait, côté Pacifique, eh bien, on va avoir les lobes des ceintures de radiation qui seront très loin. Et au niveau atlantique, ici, on va retrouver des lobes qui seront très proches, puisqu'on va décentrer. Et ça, c'est pas anodin. Même si 450 km à l'échelle de la planète Terre, c'est pas beaucoup, hein, parce que c'est 12 000 km, on va dire, le rayon. Là, 450 km, c'est pas grand-chose. Eh bien, c'est suffisant justement pour créer ce qu'on appelle un déplacement de la poche des ceintures de radiation et va, au niveau de l'Atlantique Sud, créer ce qu'on appelle l'anomalie sud-atlantique. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir des ceintures de radiation qui sont très proches. C'est ce qu'on peut voir ici quand on prend la coupe au niveau transversal. Les petites tirées, c'est 500 km. Ce qui veut dire qu'en fait, ici, on a la poche de radiation qui va être en dessous. Ce qui veut tout simplement dire que il est quasiment aux alentours des 250 km. L'ISS est à 400 km, ce qui veut dire que tous les 98 minutes, il passe dedans. Et là-dedans, on se retrouve avec des particules d'haute énergie. Donc si les satellites ne sont pas bien blindés, à ce moment-là, ça peut faire mal. Donc maintenant qu'on a vu la Terre, on va essayer de comprendre un petit peu les relations qu'il y a entre le Soleil et la Terre. Première relation, déjà le Soleil lui-même, comme on l'a vu tout à l'heure, il produit du vent. Voilà, en permanence. Et c'est une émission permanente de protons, d'électrons, des ions lourds, etc. Enfin, ça passe, qui vont s'expandre dans l'univers interplanétaire. Donc c'est un souffle permanent. Il est toujours en train d'expirer en fait, il n'inspire pas. Donc il a un sacré coffre. À des températures qui avoisinent donc les 1 million de Kelvin, ce qui n'est pas forcément étonnant, puisqu'on a vu que la couronne est très élevée. Et là, on va rencontrer 2 types de vent. Un vent solaire dit lent, 450 km par seconde. Pour le Soleil, c'est long. On va principalement le retrouver au niveau de l'équateur solaire. Et puis ensuite, on a un vent rapide aux alentours des 800 km par seconde. Et la particularité de cette augmentation de la vitesse, elle est liée justement à la présence d'un champ magnétique qui est ouvert de l'univers interplanétaire. Jusqu'à présent, en fait,
on a vu des lobes, des boucles magnétiques qui sont très proches du Soleil, qui contiennent la matière. Et là, en fait, on a des boucles qui vont s'expandre dans l'union interplanétaire. Ce qui fait qu'en fait, la matière, enfin les particules ne sont pas retenues, elles peuvent partir rapidement. Ce qui justifie cette vitesse-là. Donc la moyenne, c'est à peu près 800 km par seconde. Et ce qu'on appelle un trou coronal. Donc un trou coronal, en règle générale, lorsqu'on fait de la prévision, on s'en méfie, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Autant ça peut être un trou coronal très grand, il ne va rien se produire, autant ça peut être un petit trou coronal, mais par contre, il peut se produire des choses assez violentes. Le champ magnétique solaire, en fait, qui est autour du Soleil, il va s'expandre. Et ce champ magnétique, en fait, on va l'appeler spirale de Parker. Pourquoi? Tout simplement parce que le Soleil tourne sur lui-même, et le champ magnétique va sortir. Et pour sortir, en fait, c'est le même principe que lorsque je vais arroser mon jardin. Je suis avec mon arrosoir, si je ne bouge pas, je jette l'eau. L'eau va aller tout droit. À partir du moment où je vais commencer à tourner sur moi-même, si on regarde bien, il va y avoir une spirale qui va se produire. C'est le champ magnétique. Mais en plus, cette spirale, elle va être poussée par le vent solaire. Ce qui fait que le champ magnétique, lui, il est amené vers le milieu interplanétaire parce que le vent solaire va le pousser. Et ce, avec des vitesses variantes. On a vu tout à l'heure, en règle générale, c'est 450 km par seconde, mais on peut arriver avec des vitesses de 800 km par seconde, comme on peut avoir, comme on l'a vu, des CME, à des vitesses de 2000 km par seconde. Ce qui veut dire qu'en fait, notre champ magnétique, en fait, il va s'expandre, mais en plus, il va être déformé au gré de la vitesse du vent solaire. Et en plus de ça, c'est un petit peu ce qu'on voit ici, hein, le vent solaire, lui, il pousse de manière radiale. Notre Soleil tourne sur lui-même comme une toupie. Parce qu'il est pareil, il est incliné à 7 degrés, mais comme une toupie qui va tout doucement, ce qui fait qu'il tourne en permanence avec la rotation de la toupie, ce qui fait que le champ magnétique, lorsqu'il s'expand, il part en ondulation, ce qu'on appelle la jupe de ballerine. Ce qui veut dire qu'en fait, notre Terre, à un moment donné, va croiser les polarités nord et sud de ce champ magnétique en permanence. Et les variations de polarité, ce n'est pas forcément l'idéal. C'est quoi l'intensité du champ magnétique par rapport au champ magnétique terrestre? On est de l'ordre du nanotesla. Alors, on est sur du faible, oui. On est sur du faible. Mais en fonction des situations, ça peut aller très 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 bas. On va voir après justement le comportement. Autre point, le Soleil rayonne. Il rayonne de la lumière, mais pas que. Il rayonne dans toutes les longueurs d'onde. Par chance, notre Terre en fait filtre une grosse partie de cette lumière et on ne voit que le visible, une petite fenêtre de l'infrarouge et une grosse partie de la partie radio. En revanche, à côté de cela, ce grand rayonnement, comme on l'a vu tout à l'heure, a une très forte interaction avec le milieu neutre de l'atmosphère qui va chauffer les couches atmosphériques supérieures et va aussi avoir des interactions avec la partie ionosphérique. Et puis enfin, le paramètre clé, c'est le comportement du champ magnétique solaire. Le champ magnétique solaire, en fait, il est inconstant. C'est pas toujours le même, il change. Et le problème, c'est qu'en fait, on ne connaît pas le champ magnétique, la polarité du champ magnétique lorsqu'il quitte le Soleil. On ne le sait uniquement qu'à partir du moment où on a des détecteurs, principalement au point Lagrange 1, donc à 1,5 million de kilomètres. C'est à ce moment-là qu'on connaît tous les paramètres du Soleil. Et ça laisse pas beaucoup de temps, en fait, en final, pour réagir derrière. Alors, ce champ magnétique a des conséquences avec la magnétosphère. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je dis, elle est polarisée. Alors, sans rentrer trop dans les détails, lorsqu'on parle de champ magnétique, on parle de 3 composantes qu'on peut imaginer en utilisant les doigts. Ça, le coup des doigts, ça marche pour tout. Hein. Électricité, magnétisme, aérodynamique, voilà. Voilà. Pour ceux qui ont fait la physique, ça marche pour tout. Dans ce qui nous concerne ici, on a le BX, le BY et le BZ. Le BX, c'est l'index. C'est la jonction entre le Soleil et la Terre. Aucune conséquence, on met de côté. Ensuite, il y a le BX. Le BX, lui, c'est en fait le côté horizontal. Le Y, pardon, excusez-moi, le Y.
excusez-moi. C'est le côté horizontal. Pour ce qui nous intéresse, on va dire que ça ne nous intéresse pas. En revanche, le côté vertical, c'est le pouce, c'est le BZ. Et le BZ, il peut être positif, orienté vers le haut, ou négatif, orienté vers le bas. Et ça, en fonction des fluctuations, mais cette ligne de champ magnétique, lorsqu'elle va arriver sur la Terre, va réagir avec notre magnétosphère. Notre magnétosphère, elle a toujours la même polarité, on va dire. Le plus ici, le moins ici. Donc en fait, elle a une polarité qui est dite positive. Donc, ce qui veut dire que si le champ magnétique solaire arrive avec un positif, je passe rien, ils vont se repousser. Par contre, si c'est inversé, il peut se produire des choses. Et enfin, l'autre composante intéressante, c'est le vent solaire. En fonction de la vitesse du vent solaire, eh bien, cette ligne de champ magnétique va avoir de fortes répercussions. Et on peut le voir ici avec l'animation de la sonde Ulysse, c'est une simulation qui a été faite avec ces données, où ici, donc, on a la face avant de la magnétosphère et la face arrière. Et tout ce qui est en rouge, lorsque vous allez voir la couleur rouge, c'est l'augmentation de la vitesse du vent. C'est tellement fort en fait que la magnétosphère est déchirée. Donc il y a un écrasement qui se fait, et puis derrière, à un moment donné, ça casse. On a la magnétosphère qui est déchirée. Alors je vous rassure, pour nous, aucune conséquence. Ça va. Par contre, les satellites qui sont derrière, ils apprécient moyen. Donc cette relation, le champ magnétique avec la magnétosphère, va avoir des répercussions directement au niveau de la magnétosphère et sur le comportement de l'activité magnétique terrestre, créant en fait ce qu'on appelle des orages ou des sous-orages géomagnétiques, qui sont à l'origine en fait de ce qu'on a pu voir l'année dernière, les aurores polaires. Alors on parle d'orage et de sous-orage. À votre avis, quelle est la différence? Ça, c'est la grosse question. Allez, je vous donne la réponse assez rapide, ne vous inquiétez pas. Pardon? Les orages qui engendrent des sous-orages. Ça serait plutôt en fait quelque part l'inverse. Ce qu'on a vu l'année dernière, j'espère que vous avez eu l'occasion de pouvoir les voir, les aurores boréales, depuis ici. Eh bien, ce sont les orages. Les sous-orages, c'est ce qui se produit tout là-haut, au niveau des pôles. Et donc, on a beaucoup plus de sous-orages que d'orages. Parce qu'un orage géométrique, c'est en fait la succession de plusieurs petits sous-orages. Je vais expliquer le mécanisme après. Donc, lorsque vous partez dans les pays nordiques pour aller voir les aurores boréales, en règle générale, vous allez voir quoi? Des sous-orages. Parce que la moindre instabilité magnétique que vous allez voir là-haut, ça va forcément créer des sous-orages. En revanche, nous, ici en France, on ne les verra pas. Il faut vraiment des événements majeurs et très importants pour qu'il y ait des grosses perturbations, qu'on puisse voir les orages. Comment ça marche? C'est tout simple. Ici, nous avons une belle boucle magnétique qui va éclater. Ici, la boucle magnétique, elle va vers le bas. Donc, qui dit vers le bas, on appelle ça une polarité négative. Rappelez-vous, la magnétosphère est polarité positive. Donc ici, boule magnétique. Et bizarrement, boum, ça pète. Et là, on a ici recursion magnétique. Et là, on a une belle CME qui va partir avec son cortège de particules. Et lorsque ça va arriver, comme c'est inversé, on a des reconnaissances magnétiques. Et comme les lignes magnétiques, elles vont conduire les particules, on a introduction au niveau des pôles des particules. Et là, on a des aurores boréales qui arrivent. Mais ce n'est pas tout. La violence du vent étant suffisamment forte, à l'arrière de la queue magnétique, ça va se casser. Et ici, rebelote, on a introduction de particules par l'arrière. Il faut savoir que la magnétosphère, en fait, est poreuse. Et elle a un gros problème, c'est qu'au niveau des pôles, il y a ce qu'on appelle les coordonnées polaires, ce sont des entonnoirs, ce sont des trous. Il n'y a rien qui protège. Ce qui fait que la moindre instabilité, les particules peuvent rentrer. Alors, il faut une certaine vitesse, une certaine inclinaison, une certaine énergie, mais ça peut rentrer. Tout autour, ça passe. Là, par contre, dès que ça peut rentrer, ça rentre.
C'est ce qui s'est produit ici. On a eu une éjection face avant, une éjection face arrière. Dans ce phénomène-là, effectivement, et avec des événements très violents, on aura la présence de orages. Pourquoi? Les causes sont toutes simples en fait. On a des particules en fait qui vont venir du Soleil et attaquer notre atmosphère. L'atmosphère, c'est composé d'électrons, de protons, de neutrons, d'atomes, enfin, tout ce petit monde-là, donc d'atomes, et d'atomes qui sont composés de noyaux et d'électrons qui tournent autour. Les particules chargées du Soleil, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont venir directement taper un électron qui va le sortir de son orbite. Mais comme l'électron lui veut revenir rapidement sur son orbite, qu'est-ce qu'il fait quand il va revenir? Eh bien, il va dégager ce qu'on appelle un photon. Et là, ça va créer de la lumière. Et ces lumières vont produire des aurores. Donc, ce phénomène-là, c'est l'interaction de particules chargées au niveau des régions polaires et qui vont venir taper justement le milieu atomique qu'il y a ici. Alors, où est-ce que ça se produit? Tout ça se produit à un endroit bien précis qu'on appelle des ovales auroraux. On ne trouve pas n'importe où. Principalement à des latitudes très hautes, 65-70 degrés nord et au sud, avec des largeurs qui sont comprises autour des 500 et 1000 km. Et donc, ça va créer ce genre de phénomène ici. Ce qui fait que si vous voulez voir des aurores boréales, le mieux, c'est d'être soit ici, soit ici. Parce que si vous êtes en dessous, pas évident. Puis en fait, on ne voit pas grand-chose de la réalité. Les particularités, c'est qu'en fait, notre atmosphère est composée de plusieurs atomes, et en fonction de l'atome en question et de son attitude, il a des couleurs qui apparaissent. C'est ce qu'on va retrouver au niveau de nos aurores. Donc en fonction de la couleur, on sait l'altitude et on sait quel atome en fait a été touché. Mais on les voit que la nuit, c'est parce que c'est que la nuit qu'on peut les voir et ils s'en produisent aussi la journée. Ça peut se produire le jour, mais comme la lumière est très peu lumineuse, forcément le jour on ne le verra pas. Voilà. Ça, c'est le cas école. Quelqu'un a été dans les pays nordiques voir des aurores boréales? Ouais. Vous avez vu quoi comme couleur? Rose, violet. Ouais. On était dans ces couleurs-là. Donc cette partie-là, c'est la partie verte aussi? La majorité, c'est vert. Ouais. Alors quand on est dans les pays nordiques, effectivement, on voit ça. Ouais. Par contre, depuis ici, quelles couleurs elles étaient? Principalement, principalement ici. Et ce qui se produit aussi, en fonction de l'activité, c'est qu'on a aussi des aurores blanches. Alors ça ne dure pas longtemps, ça par contre. C'est le début en fait de la manifestation qui se produit, et donc on a des couleurs blanchâtres, et puis après ça passe en couleur. Alors, en couleur, il faut y aller mollo, parce que c'est pas. On sait très bien que on peut attendre pendant des heures et il ne se produit rien. Voilà, ça c'est le charme d'aller voir les aurores boréales, c'est qu'en fait, on peut s'attendre à quelque chose et il n'y a pas grand chose, et puis à un moment donné, hop, ça tombe assez rapidement. Maintenant, pourquoi on a ce phénomène-là? Tout simplement parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les instabilités magnétiques. Donc on a des perturbations géomagnétiques qui sont référencées avec ce qu'on appelle les indices géométriques. Donc pour ceux qui connaissent, il y a le KP, AP. C'est principalement ça qu'on va utiliser pour quand on est chasseur d'aurore boréale. On va utiliser le KP et AP. Le problème de ces indices-là, c'est qu'en fait, ils sont très horaires. C'est les 3 dernières heures. Donc le mieux, c'est d'avoir des indices qui soient le plus précis et le plus proche. Et donc là, on a le BZ de l'EDST qui donne des informations beaucoup plus intéressantes. Et en fonction en fait, de la perturbation géométrique, eh bien, ces fameuses aurores ovales auroraux vont avoir tendance à descendre. En temps normal, elles sont ici, et lorsque le champ magnétique est très perturbé, ces ovales vont descendre progressivement, jusqu'à arriver ici à son maximum. C'est un petit peu ce qui s'est produit. Alors, on était plutôt ici dans KP7, KP8, là, ici, là. Mais au maximum, on est ici. Donc lorsqu'on est dans cette zone-là, avec les aurores, à ce moment-là, on peut voir les aurores depuis la France. Pourquoi on ne peut pas les voir en temps normal aussi? Pour un phénomène qui est tout simple. La Terre, désolé pour les platistes, elle est ronde.
Ici, nous avons notre ovale auroral, il y a les manifestations, et là, pouf, on a les aurores qui apparaissent. Et nous, en fait, on est là. Et lorsqu'on veut observer de là, ben, vu qu'il y a la rotondité de la Terre, eh bien, on ne peut pas observer. Dommage. Par contre, lorsque l'activité magnétique est très forte, ça descend jusqu'à une certaine limite. Et lorsque ça descend suffisamment bas, à ce moment-là, ben, la rotondité de la Terre n'est plus suffisamment forte, on peut observer directement les aurores. C'est ce qui justifie le fait que depuis la France, et comme dans d'autres pays en fait, je parle de la France, mais ce qui s'est produit en hier, on l'a vu aux États-Unis, au Mexique, on l'a vu partout, quoi. Et donc quand on a ce genre de phénomène-là, quand ça descend très bas, effectivement, on a des cas d'orage géomagnétique. Et donc, voilà ce qu'on a pu voir depuis Lyon. Mais les aurores aussi, à un bruit. Ce bruit-là, c'est tout simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, l'interaction en fait des charges, des particules chargées, qui vont venir taper les électrons. Et ça déclenche en fait une onde au passage, en plus de la lumière, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on entend, quoi. Alors, le son qu'on entend là, c'est pas du tout cette aurore boréale-là, rien à voir, hein. C'est ça, j'ai été prendre ça directement sur un fichier américain en Alaska où eux, ils ont souvent ce genre de phénomène, où ils enregistrent justement ces aurores. Oui. Du coup, ces orages, c'est seulement dans les périodes de haute activité qu'on peut les voir. Et est-ce que la polarité de l'ombre du Soleil dépend de la position du pôle Nord et du pôle Sud au niveau du Soleil? Ou alors c'est totalement indépendant? Ça dépend tout simplement. En fait, de toute façon, la polarité de la Terre ne bouge pas, elle. Elle ne bouge pas. Donc en fait, ça dépend uniquement que du sens de polarité de la partie ligne magnétique solaire. Mais parce que les tubes magnétiques, Oui. ils sont toujours la même polarité avec le cycle de haut. Non, ça change, ça change. Ouais, ça varie. C'est complètement, ouais. Le champ magnétique, lorsqu'il quitte le Soleil, il part avec une polarité qui lui est propre, on ne la connaît pas. Ça peut être positif comme ça peut être négatif, voilà. On ne sait pas en fait. Mais il n'y a pas de lien en fait. On sait qu'il y a beaucoup plus d'activité de champ magnétique qui va sortir, mais la polarité qui en découle, par contre, elle varie. C'est pas du tout lié en fait au cycle. Je vais vous poser une question qui est sur le Il n'y a pas de question bête. on voit les aurores boréales et on pense toujours au nord. Mais il ne se passe rien au sud. Si. Si, quand même. Il faut bien penser que tout ce qui se produit dans le nord, on a forcément la même chose dans le sud. On a deux cornets, voilà, on a deux cornets polaires. Le seul truc, c'est qu'il y a un décalage au niveau temporel. Voilà, c'est pas du tout le même, mais on a les mêmes aurores. Voilà. Puisque la quantité de matière qui va aller en haut et la même qui va aller en bas. Voilà. C'est moins connu parce que c'est plus dur d'accès. Aussi, ouais. Les seuls qui peuvent les voir, ce sont ceux qui sont en train de faire des hivernages à Concordia et autres. Mais ouais, c'est les mêmes sinon. Ouais. Et l'ISS au passage, oui. Parce que lui, il voit les deux côtés. Maintenant qu'on a vu notre Soleil et les relations avec la Terre, on va essayer de comprendre maintenant les impacts. J'ai envie de se rendre compte que les impacts concernent tout le monde. Ce n'est pas que les scientifiques, hein, c'est tout le monde. La météorologie de l'espace est une science qui est assez intéressante puisqu'en fait, elle est étudiée par tout le monde. Il n'y a pas que des chercheurs du Soleil, non. Il y a aussi la planétologie, c'est le magnétisme, c'est tout ce petit monde-là qui travaille ensemble pour essayer de comprendre. Et lorsqu'on en arrive là, en fait, on va se retrouver à avoir plusieurs impacts. Alors, qui est impacté? Principalement, les systèmes embarqués qui sont dans l'espace. Logique. Les satellites sont les premiers à être contaminés, on va dire. Ensuite, on a tout ce qui est moyen de communication et de navigation par satellite ou même sol. On a forcément aussi nos spationautes et le personnel navigant. Parce qu'il faut bien penser que nous, sur le plancher des vaches, on est tranquille. Mais il faut penser que là-haut, on a les gars qui sont en train d'amener des gens et qui vont passer dans les pôles.
donc ils peuvent aussi être exposés. Et puis ensuite, on a tout le réseau infrastructure sol. Alors, infrastructure sol, oui, mais on peut décliner même jusqu'au niveau sous-marin. Une partie climat et aussi une partie animaux migrateurs. On en parlera tout à l'heure. Premier point, les systèmes embarqués. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsqu'on chauffe un gaz, il gonfle. S'il gonfle, à ce moment-là, les satellites qui sont en basse altitude, comme ils sont face à un milieu qui est très dense, ils auront tendance à descendre. Alors quand tu fais du débris, et ça je fais ça en aparté, pas mieux. Bon, en réalité c'est autre chose, mais bon. On élimine les débris. Par contre, pour un satellite actif, l'opérateur, lui, est obligé de le remettre à poste. Parce qu'un satellite, on ne le met pas en orbite n'importe où. Il a une mission et on le met sur l'orbite bien précise. Donc à chaque fois qu'il bouge, il faut le mettre à sa place pour qu'il puisse assurer sa mission. Le problème, c'est que le remettre à sa place, ça coûte et ça consomme. Et ça a besoin de carburant. C'est quoi la durée de vie d'un satellite? Alors j'aurais tendance à vous dire, ça dépend effectivement de l'altitude. Voilà. La durée de vie d'un satellite à basse altitude sera toujours beaucoup plus courte qu'un satellite qui est un géostationnaire à 36 000 km. Mais la vraie raison de la durée de vie, tout dépend en fait de la quantité de carburant qu'il y reste. S'il n'y a plus de carburant, il ne peut plus manœuvrer. S'il ne peut plus manœuvrer, eh bien on peut avoir le plus high-tech des satellites, eh bien, ça ne servira à rien. Donc, en ce moment, autant vous dire que les satellites, les opérateurs satellites, voilà, ils ne sont pas très fiers. Bon. Tout le monde ne s'appelle pas Elon Musk, hein, forcément. Mais les autres qui font du boulot sérieux, effectivement, à ce moment-là, ils s'inquiètent. Donc, il y a très peu de lancements en règle générale sur les cycles maximum, puisqu'on sait très bien que c'est là où les satellites vont être le plus touchés au niveau de la densité atmosphérique. Ça, c'est un premier point, pas des moindres. Le deuxième, en fait, eh bien, ce sont les effets de particules. On a les particules de haute énergie, principalement des électrons et des protons, qui vont venir, en fait, eh bien, toucher directement les satellites. Et toucher les satellites, ça touche l'ensemble des constituants de satellites. Ça va du panneau solaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, le flash qu'on a vu à l'introduction du panneau solaire, c'est un arc électrique, c'est pour dessus. Et donc, ça va casser les cellules. S'il n'y a pas de panneau solaire sur les cellules, on ne régénère pas les batteries. S'il n'y a pas de batterie, pas d'électricité, c'est comme le carburant. Hein. Ça ne sert à rien. Donc, on a aussi des problèmes informatiques, parce que les particules, elles aiment bien aussi rentrer dans la mamaille, et puis ils sont capables, effectivement, au niveau de l'informatique, de déprogrammer les logiciels. Donc, en règle générale, ça, on peut les reprogrammer, on peut renvoyer. On peut détériorer les panneaux solaires, on perturbe les capteurs. Le pire cas qu'il puisse y avoir, c'est en fonction des types de particules qui vont arriver, surtout des très hautes énergies, ça peut directement détériorer, voire détruire les constituants. Et là, le problème, c'est qu'autant la voiture, elle tombe en panne, on a un garagiste, autant là-haut, c'est pas la peine. Au mieux à 400 km parce qu'on y a l'ISS, il y a encore, mais au-dessus, on oublie, hein, on n'ira pas le réparer. Donc ça cause de sérieux problèmes au niveau des opérations spatiales, civiles et militaires, puisqu'il faut savoir que de plus en plus maintenant, l'espace devient un champ de bataille pour les militaires. Deuxième effet aussi, qui est un peu plus naturel, mais ça rentre dans le cadre de la météorologie de l'espace, ce sont les effets des météoroïdes et des débris spatiaux. Alors j'emploie bien le terme de météoroïde. Vous savez ce que c'est que météoroïde? Des gros? C'est micro. Parce que dans les météoroïdes, on peut avoir des petits comme des gros. En fait, il y a trois termes. Météoroïde, météore, météorite. Météoroïde, c'est les cailloux qui viennent de l'espace. Je la fais simple. Hein. Voilà. En gros, on va retrouver principalement de la poussière de comètes aux astéroïdes. Et tout ce petit monde-là, à un moment donné, va traverser l'atmosphère. Lorsque ça rentre dans l'atmosphère, ça chauffe, et là, on a quoi? Des belles étoiles filantes. Ça crée de la lumière, ce qu'on appelle un météore. Tout ce qui est phénomène lumineux de le ciel, on appelle ça météore, en fait. Donc voilà, la météorite, l'étoile filante, c'est un météore. L'éclair est un météore. Les nuages sont des météores. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis le morceau de caillou qui va rester
et qui n'a pas éclaté et qui va finir au sol, on appelle ça une météorite. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce sont les corps qui ne sont pas rentrés, parce que forcément, ils vont arriver au passage des satellites. Et lorsqu'ils arrivent au niveau du passage des satellites, ils arrivent à des vitesses qui sont comprises entre 20 et 72 km par seconde. Donc ça peut aller très vite. Donc en fonction de la taille, c'est un peu embêtant. Et on peut le voir ici, tout ce qui est en jaune là, ce sont des petits impacts de micro-météorites. Après, ce qui est embêtant, c'est plutôt les débris spatiaux, c'est-à-dire nos cochonneries, nos poubelles, quoi, en fait, qu'on laisse malheureusement dans l'espace. Et ces poubelles-là, en fait, sont issues de pas mal de phénomènes, donc des satellites qui se rentrent dedans, des satellites qui ne fonctionnent plus, donc ça devient des gros débris, ou c'est directement les satellites qui éclatent, ce qu'on appelle la fragmentation. Et donc ces phénomènes-là, en fait, ces objets-là, évoluent entre 7 et 20 km par seconde. Même à 7 km par seconde, ça peut faire mal. La preuve en est, un débris qui fait 0,01 cm, ça fait de l'érosion. C'est déjà pas mal. Un débris qui fait 1 cm, c'est de la perforation. 1 cm, c'est pas épais, hein. On est bien d'accord, c'est pas gros. 1 cm à 8 km par seconde, le Thomas Pesquet est coupé en deux. Le problème, c'est que ça, pour les petits comme ça, on ne les voit pas. Ensuite, tout ce qui est 10 cm, c'est de la destruction. Enfin, au-delà de 10 cm, 10 cm, comme on peut voir, c'est ça. Hein. 10 cm, ce truc-là, 7 km par seconde, ça vous casse un satellite. Ici, on a une simulation qui a été faite avec une bille qui fait à peu près donc, un peu plus de 1 cm, qui a été lancée à 6,8 km par seconde et qui a été tapée donc une plaque de 18 cm. Voilà les dégâts. Aluminium. C'est fait exprès. Donc voilà, juste pour vous donner une petite idée de ce que ça peut faire. En matière de système embarqué, quand on descend, après, on a nos aéronefs. Parce que c'est bourré d'électronique aussi. Et ces aéronefs, là, à un moment donné, ça va traverser les pôles. Rappelez-vous, les pôles, c'est l'endroit où les particules ont tendance à bien se jeter. Donc une fois que ça arrive, ça peut venir contaminer justement les systèmes embarqués, donc les calculateurs de bord. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour autant que l'avion va arrêter de voler. Il peut voler sans système. Les pilotes connaissent. Ils volent ensuite au point en vol, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est plutôt embêtant. Surtout s'ils sont nombreux. En règle générale, quand il faut une transpolaire, ils ne sont pas tous à la queue leu-leu. Heureusement d'ailleurs. Mais ce phénomène-là peut aussi se produire au niveau équatorial, il faut le savoir. J'ai eu l'occasion de discuter avec un copain qui était chez Air France, et il m'a dit à un moment donné, avec mon Airbus, on a traversé, et les deux calculateurs sont tombés en croix. Et lorsqu'ils ont passé la partie équatoriale, les calculateurs sont redémarrés. Voilà. Autre perturbation qu'on va rencontrer, ce sont les moyens de communication. Communiquer avec les satellites, c'est la base. Mais communiquer avec les satellites veut dire qu'on va traverser cette zone-là, l'ionosphère. Si l'ionosphère elle est perturbée, la propagation ne va pas bien se faire. Donc à ce moment-là, on a des risques de perte de communication avec les satellites. C'est pas top. Le même phénomène va se produire avec les avions. Un avion qui te fait de la communication avec la HF, peut se retrouver aussi sans communiquer. Et pour la petite histoire, l'origine de la météorologie de l'espace dite opérationnelle, ça a été développé par les Américains suite à un vol de Air Force One. Air Force One, le grand patron américain. Et à l'époque, c'était Ronald Reagan. Ronald Reagan était de le Pacifique et devait rentrer, puis il était malheureusement en direction de la Chine. Et là, pendant plus d'1 heure et demie, plus de communication possible avec le patron des Américains. Quand on connaît les relations politiques et diplomatiques entre les Américains et les Chinois, parce que les Chinois, c'est un petit peu comme certains pays, je tire d'abord, je discute après, forcément, voilà,
c'était moyen. Bon, ils ont récupéré les communications et l'avion a pu reprendre sa route normalement, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, Ryan, lorsqu'il a atterri, il a fait appel à tous les spécialistes et leur a demandé expliquez-moi ce qui s'est passé parce que là, tu peux le mettre à zéro, quoi. Et là, c'est pas compliqué, il y a eu un phénomène solaire qui a fait que les communications sont tombées en croix. Et donc, on ne pouvait plus communiquer avec vous. Et donc là, ça a percuté, se dire que, ah oui, si donc ça peut provoquer des perturbations pendant que moi je vole, on peut utiliser ça pour la défense. Donc les Américains, on sait très bien qu'en règle générale, lorsqu'il peut avoir un côté intéressant, un côté militaire, on le prend de suite. Et c'est comme ça qu'ils ont développé le premier service opérationnel de météorologie de l'espace qui a été développé pendant la première guerre du Golfe, en fait. Voilà, c'était pour la petite histoire. Donc pour dire qu'en fait, les aéronefs, à tout moment, peuvent être touchés. Autre problème qu'on va rencontrer, c'est les moyens de navigation par satellite. Alors, quand je parle de GNSS, le Global Navigation Satellite System, on pourrait dire GPS. Le GPS est une marque déposée, c'est purement américain. Donc on parle de GNSS. Petite question, à quoi sert le GPS de base? Se positionner, ouais, quoi d'autre? Hein? Suivi de véhicule, ouais, tout à fait. Bateau, tout véhicule, tout mobile, effectivement, ouais. Pardon? Connaître l'heure, non? Ouais. La fonction principale du GPS, c'est la synchronisation du temps. C'est la première chose qu'il fait. Ensuite, effectivement, on fait de la navigation. Pourquoi? Parce que la majorité des serveurs qu'il y a sur notre planète est synchronisée par du GPS. Je vous laisse imaginer si la synchro tombe en panne. Il y a des systèmes de secours. Mais, oui, mais le problème, c'est que les services boursiers, lorsqu'ils tombent en panne, parce qu'il n'y a plus les serveurs, bah, c'est un peu embêtant. Ouais. Après, il y a des secours. Ouais. Il y a des secours, tout à fait, ouais. Il y a des secours, oui, tout à fait. Mais tout le monde n'a pas ces fameux secours-là. Tous les grands services boursiers, effectivement, opérationnels, l'ont, normalement. Normalement. Et que j'aurais tendance à vous dire que nous, au niveau militaire, du temps où j'étais, en 2015, quand il y a eu l'événement de la Saint-Patrick, notre radar est tombé en croix. On n'a pas pu détecter un satellite pendant 48 heures. C'est un petit peu embêtant. Tout simplement parce que le GPS qu'on avait, c'était pas un GPS double fréquence, mais monofréquence, donc du coup, on n'avait plus rien. Donc bien penser qu'en fait, la mission principale, c'est la synchro du temps, et quand on a la synchro du temps, effectivement, après, on fait de la localisation, ou la géolocalisation. Donc, dégradation du GPS, plus de temps, perte de signal. Quand on voit que maintenant, les GPS, on est bien d'accord, hein, tout le monde a son téléphone avec lui. Quand on se déplace, Waze, Google Maps et compagnie, voilà. Ça, c'est monsieur tout le monde. Mais les tracteurs, ils utilisent leur GPS, voire limite même maintenant, ils laissent le tracteur faire, ils s'en foutent. Hein. Le GPS qui va guider le reste pour positionner. Ça va même après au-delà, puisque maintenant, on a des tondeuses automatiques qui sont liées avec les GPS. Vous voyez ça. Donc, si la tondeuse va aller tondre le champ du voisin, c'est pas très grave. Alors, avant, si l'agriculteur va aller labourer le champ du voisin alors qu'il ne voulait pas, c'est peut-être moins marrant, quoi. Puis après, il y a les problématiques de positionnement. Si on n'est pas positionné au bon endroit, en fonction des missions qu'on fait, nous, avec notre voiture, c'est pas grave. Avec un avion ou avec un bateau, c'est moyen bof, quoi. En plus, au niveau militaire, quand on fait du lancement de missiles qui est guidé GPS, si le GPS n'est pas bon, elle ne va pas aller taper au bon endroit. Oui, alors, normalement, pour la petite histoire, normalement, je précise bien, même si les Américains avaient envie d'arrêter le GPS, casser les pieds à tout le monde, ils ne pourraient pas le faire pour la France, tout simplement parce que le GPS, c'est pas que américain de base, c'est aussi français. Et donc, il y a des accords cadres entre les deux nations qui disent, surtout si vous avez envie de faire ça, pas pour nous. Donc, normalement, on est, nous, secourus. Normalement. Mais bon, en fonction des présidents qu'on a, effectivement, ça peut, voilà. On a des satellites européens. Alors, on a effectivement Galileo. Mais le Galileo, le problème, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas une constellation complète. Ça marche par contre, hein.
la fiabilité des 4 GPS en question est hyper efficace et avec une précision qui est vraiment bien mieux que le GPS. Mais 4 satellites, c'est pas beaucoup, hein. Il en faudrait beaucoup plus, on est bien d'accord. Donc, quand ils vont pouvoir ramer complètement, effectivement, ça sera intéressant. Et effectivement, là, l'Europe sera autonome, complètement. Autre problème qu'on rencontre aussi, ben, c'est avec notre Soleil qui va cracher. Et quand il crache son rayonnement, il crée des ondes et des bruits. Et ces bruits, en fait, peuvent venir perturber les satellites, on le sait, mais aussi les radars. Ce qui veut dire que nos avions qui sont détectés par des radars au sol peuvent être perturbés. Et on ne voit plus les avions. Bon, encore une fois, s'il y a un contrôleur, oups, je ne vois plus mon avion, tu es toujours en fréquence? Oui, je suis là. Ok, ça va. Ok. Non, mais le transpondeur, c'est pareil. Si le radar sol, il est brouillé, le transpondeur, il ne marche plus. Oui. Oui. Mais la fréquence du transpondeur peut être brouillée, justement. Et c'est ce que fait le Soleil, en final. Il brouille la fréquence. Donc, en règle générale, voilà, il peut y avoir ce genre de problème, et rassurez-vous, vous pouvez prendre un vue encore une fois de plus en toute sécurité. Là où le contrôleur va commencer à se poser des questions, c'est quand il ne voit plus son avion et qu'il n'entend plus à la radio son avion. Là, effectivement, oui, il y a problème. Notre personnel navigant et voile habité. Les premiers touchés, effectivement, c'est nos spationautes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont exposés aux particules de haute énergie. Alors, je vous rassure, maintenant, lorsqu'il y a le moindre souci ou la moindre inquiétude, ils ne sortent pas. Et puis, lorsqu'il y a des événements majeurs, ils sont directement mis de le côté sécurisé. Ouais, ouais. Parce... On a des problèmes essentiels pour un voyage sur Mars. Exactement, on va en discuter après de ça. Oui, oui. Alors pourquoi c'est inquiétant? Parce que les spationautes, ils sont directement en agression directe, les particules. Et puis c'est pas leur combinaison qui vont les protéger. Faut oublier. Ça les protège effectivement du milieu hostile, du vide, mais c'est tout. Et ensuite, on a les particules qui peuvent toucher les personnes navigantes durant les vols haute latitude. Donc on peut voler, encore une fois, on est tranquille. Alors, quels sont les effets? Effectivement, les effets qu'on peut rencontrer, d'après les études, c'est l'augmentation du risque de cancer. Jusqu'à présent, on n'a décelé aucun cancer pour les spationautes, astronautes, taïkonautes et autres spécimens qui vont être dans l'espace. Des effets neurologiques, cardiovasculaires, ça, effectivement, ça a été vu pour certains pilotes. Dégradation du système immunitaire, mais c'est surtout ce qui est surveillé, c'est cette partie-là, c'est le risque aigu de syndrome de radiation, c'est l'accumulation. En gros, ça veut dire quoi? Je suis en train de faire un Paris-New York. Paris-New York, on passe par l'épaule. On n'y échappe pas. On prend une douche. Bon, on est contaminé, on n'a pas le choix. On atterrit. Et là, dans tous les cas, il y a des recommandations qui disent à partir du moment qu'il y a une certaine dose, les personnes navigants ne reprennent pas le vol. Tout simplement parce qu'il faut qu'ils se déchargent. Le passager, lui, en règle générale, une fois qu'il a atterri, il ne reprend pas l'avion dans la foulée. S'il va à New York, c'est pour passer quelques temps à New York, on est bien d'accord. Ou alors, c'est un mec qui travaillait les affaires, il prenait le Concorde. Mais bon, ça c'est... Donc, en règle générale, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que si cette personne reprend l'avion et reprend une nouvelle douche, il l'augmente. C'est le même principe que lorsqu'on est ivre. On a une dose. Lorsqu'on est au-dessus de la dose, bon, ben, j'ai dit, ben, je ne vais pas prendre le volant, ça ne sert à rien, parce que là, c'est bon pour me planter. Puis j'attends 2 heures, c'est bon, j'arrive à la limite, bon, allez, je reprends un petit verre avant de partir. Et là, non. Le fait de reprendre le petit verre, vu qu'on n'était pas en dessous, on a augmenté la dose, on a fait une accumulation. Et donc, on est reparti pour 2 heures à attendre. Et là, le problème, c'est que si on fait ça avec des pilotes ou du personnel géant, eh bien, le risque d'accumulation s'accroît. Et là, sur le corps humain, c'est pas terrible. Ici, nous avons un tableau récapitulatif des doses que peut avoir le personnel navigant. On le mesure en sievert. Un sievert, c'est la dose de base hyper importante qui fait que là, c'est létal. Si on prend un sievert sur le coin de la figure, c'est pas bon. Un vol commercial de 8 heures, ils prennent en règle générale 0,03 micro-sievert. Quand je vous dis qu'on peut prendre l'avion en toute sécurité, c'est l'équivalent de 3 doses d'inter.
Pas bien grave, hein. On va pas mourir, hein. Je vous dis. L'ISS, 6 mois, c'est entre 80 et 160 microsieverts. Pareil. La mission lunaire, Apollo, voilà, pendant 12 jours, c'est 1,2 microsieverts. Bon, pour la petite histoire, entre Apollo 16 et Apollo 17, il y a eu un événement solaire très important. Par contre, là, ils se sont rendus compte que s'il y avait eu une mission Apollo à ce moment-là, ni les gars qui étaient sur la Lune, ni le gars qui était sur le LEM seraient revenus. Tellement l'intensité était forte. En revanche, et vous avez tout à fait raison, quand on parle des missions sur Mars, 900 jours, parce que c'est le temps qu'il faut l'aller-retour, on se prend un sievert. Donc en gros, c'est un aller sans retour. Si on ne prend pas les précautions qui vont bien. Et les précautions qui vont bien, ça passe par du blindage. Et le blindage, le problème, c'est que c'est lourd. C'est lourd. Et le blindage lourd, si on le fait partir de la Terre, ça coûte extrêmement cher. Plus la sonde est lourde, plus il coûte cher à lever. Donc, je vous laisse imaginer les complexités. Bon, il y a ça, et puis il y a bien d'autres problèmes aussi, dans la réalité. Mais bon, quand on parle de vol habité, partir sur Mars, pour l'instant, ben, c'est plutôt d'aller sans retour. Il y a des candidats? Oui. Je parle ici, moi. D'autres impacts qu'on peut rencontrer sur Terre. Oui, une question? Ben, le Soleil, en fait, quand il va émettre sa grosse bulle, en fait, avec les particules, s'il y a la sonde qui l'a, enfin, voilà. Ouais. Alors, la ceinture de Van Allen, c'est la ceinture, en fait, qu'il y a autour de la Terre. C'est ces fameuses particules de protons et d'électrons, le courant électrique qu'il y a, et qui est perpendiculaire au champ magnétique terrestre. Et ces particules-là, ce sont des particules, en fait, qui proviennent du Soleil, mais aussi des rayons cosmiques. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, on a des rayons cosmiques, en fait, qui sont attrapés, et donc c'est principalement ce qu'on va avoir dans les ceintures basses, particules. Quand ils sont allés sur la Lune, ils ont essayé d'optimiser le trajet pour les... Ah ben, ils ont traversé tout droit, ils ont traversé, mais ils sont blindés. Le blindage qu'avaient les capsules était suffisant pour pouvoir passer sans problème. L'autre problème qu'on va rencontrer, c'est sur Terre, après, le réseau électrique. Le réseau électrique, vous reconnaissez ici? Voilà, côté américain, donc ici on a la Floride, là, tout ça, et toute la partie qui est ici, on est côté Canada. Et ici, là, je vais vous présenter Mars 89 au Québec. « 12 heures dans l'obscurité. Quand on connaît la taille du Québec, oula, oui, merci, j'accélère alors. Quand on connaît la taille du Québec, voilà, on s'imagine la France à ce moment-là, pendant 12 heures sans électricité. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, les particules de haute énergie qui viennent du ciel, qui passent par les pôles, etc., réussissent à arriver sur Terre et vont utiliser des courants porteurs. Et ces courants porteurs, ben, le courant électrique est porteur. Et comme sur les champs américains et canadiens, ce sont des grandes lignes, forcément, il y a ce qu'on appelle du courant induit. Et ces courants induits accélérés amplifient, augmentent la tension, et lorsque ça arrive sur un transformateur, le transformateur casse. Et s'il n'y a plus de transformateur, il n'y a plus de courant électrique. Autre problème qu'on va rencontrer ici, c'est les forages, puisque ce sont des têtes magnétiques. Donc je veux forer ici pour aller attraper mon pétrole, mais si j'ai une perturbation géomagnétique, ma tête elle va aller ailleurs. Donc là, c'est pas bon, quoi, au niveau économique. Et à l'identique des réseaux ferroviaires, électriques, on a aussi le réseau ferroviaire. Les particules aussi peuvent arriver sur Terre et le rail est quelque peu conducteur, on est bien d'accord. Et les caténaires, c'est pareil. Ce qui veut dire qu'en fait, à partir du moment où une grosse perturbation, on a des particules qui peuvent arriver sur les rails et peuvent carrément couper l'alimentation des trains. Donc là, on se retrouve avec des trains qui ne marchent plus. Donc ça, c'est pas très grave. Hein. Le problème, c'est qu'il y a eu des accidents. Et les accidents, un des accidents les plus graves qu'il y a eu, 2 trains de marchandises se sont retrouvés sur une monorail, sur une monovoie. Le problème, c'est que les panneaux de signalisation étaient indiqués au vert tous les deux.
Donc là, les trains sont rentrés. Voilà. Alors, train de marchandises, c'était pas très grave, il y a malheureusement 2 morts avec les 2 conducteurs. Sur les réseaux internet de fibre optique, Ben justement, on va en parler juste après. On a les risques aussi au niveau des pipelines, les conducteurs là, de pétrole et de gaz, comme on peut le voir ici, de réseaux russes et sibériens. C'est très haut en latitude. Donc là, c'est pareil, le courant peut s'y mettre. Il y a des courants induits qui se produisent, qui font de l'érosion au niveau des conduits. Et à ce moment-là, c'est une trop forte érosion, ça peut fuir. Et donc une grosse fuite, je vous laisse imaginer le coût économique et surtout écologique qui peut se produire. Et enfin, sous la mer, et on va arriver à parler des fibres optiques, il y a énormément de conduits. On communique énormément sous la mer. À l'époque, on utilisait du cuivre. Mais bon, faire la communication par le cuivre, c'est pas l'idéal. Donc du coup, on est passé par la fibre optique. Là, la fibre optique, on est d'accord, c'est pas porteur. En revanche, ça a besoin de répéteurs. Et ce sont des répéteurs tous les à peu près 100 à 500 km. Et les répéteurs, eux, sont alimentés. Donc, les courants induits existent aussi dessous, puisque ces particules, elles, partout où elles peuvent aller récupérer de quoi tourner, eh bien, on va arriver sur le répéteur. S'il n'y a plus de répéteur, il n'y a plus de communication. Et la mer ne freine pas les particules? Non. L'épaisseur de la mer, non? Non, non. Ça les freine pas suffisamment pour stopper. Donc, il y a suffisamment d'énergie pour que ça puisse aller sur le répéteur. Parce que le problème, en fait, c'est que les particules de la réalité ne vont pas dans l'eau. Elles vont directement à la source au-dessus. Et s'injectent ensuite à l'intérieur. Le climat, la grosse question, est-ce que le soleil est responsable du réchauffement climatique? Là, c'est toujours partagé. Là, c'est mon point de vue que je donne, avec les études que j'ai et que j'ai demandé à des experts. Le soleil, effectivement, rayonne, on le sait très bien. Et tous les 11 ans, il rayonne plus au maximum, et ensuite, il baisse. OK. Et rayonner voudrait dire, effectivement, on augmente la température. Oui, effectivement, il y a une augmentation aux alentours de 0,1 à 0,2 degrés par cycle à l'échelle planétaire. Ce qui veut dire que le cycle redescend, la température redescend. Or, qu'est-ce qu'on constate? La température continue d'augmenter. Donc là, c'est un sujet qui est assez délicat parce que tous les scientifiques ne sont pas d'accord. J'ai eu l'occasion malheureusement de voir 2 scientifiques limite se taper dessus parce qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est assez surprenant. Donc, ouais. Pardon? Trump qui a tout compris. Oui, tout à fait. Et pour finir, nos amis migrateurs. On n'en parle pas, on en parle plus maintenant, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'animaux migrateurs, faune migratoire au niveau marin, et surtout les oiseaux, qui sont complètement déréglés. Moi, je donne toujours cet exemple-là parce que je l'ai vu. Lorsque j'étais à ma première mutation en tant que militaire, j'étais à Drakenbronn, en Alsace. L'Alsace, pays de la cigogne. En règle générale, les cigognes, pour aller se réchauffer, ne restent pas en Alsace, c'est bon, en Algérie, en règle générale. Or là, direction la Pologne. Pour se réchauffer, c'est vrai que c'est l'idéal, la Pologne. Donc du coup, après, ils ont repris la route. Et après les études, ils se sont rendus compte qu'il y avait une déformation, donc suite à une perturbation géométrique, une déformation du champ magnétique, et forcément, les cigognes, elles le suivaient. Puisqu'en fait, leur guide, c'est le champ magnétique. Ils ont une boussole magnétique. Et ce qu'on retrouve au niveau des oiseaux, on retrouve aussi au niveau des mammifères marins. Des baleines, des dauphins, des tortues. Et j'en passe, puisqu'on se retrouve aussi à avoir des baleines dans les fjords avec des cachalots ou des dauphins qui se retrouvent là où ils n'ont pas le droit d'être. Alors, il y a ce phénomène de perturbation géométrique, mais malheureusement aussi, on se rend compte qu'il y a aussi des perturbations de réchauffement climatique. Et ça, c'est un autre sujet. L'augmentation de la température de l'eau, effectivement, fait que certaines baleines ne vont pas au bon endroit parce qu'elles sont paumées. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, comme je disais, c'est une science qui intéresse tout le monde. À tel point que j'ai eu l'occasion en tant que militaire de pouvoir développer dans un système opérationnel pour la défense, qui s'appelle l'effet d'homme, et qui permettait justement de prévenir et d'alerter toute perturbation qu'on allait rencontrer sur les opérations militaires. Mais ce qui vaut pour les militaires vaut aussi pour les civils. Et il faut savoir que maintenant, il y a des centres opérationnels, notamment au niveau de l'OACI, qui gèrent la partie aviation civile, mais il y a d'autres centres aussi, américains, anglais, russes, etc., qui font ce genre d'activité justement pour prévenir les risques qu'on peut rencontrer et prévenir justement tout ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Pour terminer, le petit proverbe indien qui va bien, l'ardeur du soleil fait mieux apprécier d'être à l'ombre. On ne parle pas de canicule, mais là, canicule, ça pourrait aussi marcher. Juste pour dire que la météorologie de l'espace, c'est une science à part entière, justement, qui est là pour étudier le soleil et qui est là surtout pour ensuite prévenir les dégâts qu'on peut rencontrer. Donc le soleil, il faut apprendre à vivre avec, ce n'est pas notre ennemi. Par contre, il faut aussi apprendre à bien le comprendre et appréhender les différents problèmes qu'on va rencontrer, surtout au niveau de nos technologies. Je vous remercie de votre attention. Bravo. C'était le soir, désolé. Écoutez, au-delà des compétences de Lionel, ce qu'on peut dire, à mon avis, c'est qu'il a la passion de transmettre avec une grande pédagogie, parce que voilà, ça se voit, quoi, hein. En tout cas, encore merci pour cette magnifique conférence.